On a vu dans l'épisode précédent que la jeune démocratie de Sybaris avait été exterminée par l'armée de Pythagore. Ce n'est donc pas en Italie du Sud que se développe l'avenir de la démocratie, mais à Athènes, qui est beaucoup plus connue pour cela. À la différence de nos démocraties modernes, qui se fondent sur la notion de liberté, la démocratie athénienne était basée sur la notion d'égalité, une égalité au sens mathématique du terme. Pour le comprendre, il faut remonter un petit peu avant, dans les années moins 1200, lorsque la civilisation mycénienne atteint ses derniers instants. À cette époque, Mycène est une ville extrêmement importante, dotée d'un riche palais aux murs extrêmement impressionnants. Mycène a une influence considérable, notamment au niveau culturel, puisque l'art de type mycénien est exporté dans toutes les îles grecques. Ce qui nous intéresse, c'est la manière dont la politique fonctionne à l'époque de Mycène. Pour schématiser un petit peu, il s'agit d'une politique qui n'est pas sans rappeler le système féodal du Moyen-Âge. En effet, autour du gros château, qui est détenu par un roi, on trouve des paysans qui cultivent la terre. Les décisions politiques sont prises à l'intérieur de ce château, parfois même dans une pièce secrète, l'important étant que la décision politique appartienne essentiellement au roi, éventuellement assisté de quelques conseillers et de son entourage. La politique est donc l'affaire de quelques-uns. Seulement, le côté inégalitaire, un peu comme au Moyen-Âge justement, de ce système politique et sociétal, va mener assez rapidement à ses limites. Les paysans se révoltent en masse, les palais sont détruits et brûlés. On a souvent appelé dans l'historiographie cette époque, qui va des années grosso modo moins 1100 jusqu'à moins 800, les âges obscurs, dans l'idée que la disparition de ces grands palais ressemblait à une forme de décadence. En réalité, il n'en est rien. C'est au contraire la préparation de l'avenir de la Grèce. En effet, un nouveau modèle urbanistique et un nouveau modèle social commencent à émerger dans les cités grecques, avec en particulier un endroit qui va devenir central, l'agora. L'agora devient bien vite un lieu de discussion, c'est-à-dire un lieu politique. Ensuite seulement, cela deviendra un lieu économique, un lieu de marché. Mais d'abord, c'est un lieu avant tout politique, où l'on peut discuter au milieu de tout le monde des affaires publiques et en commun. Ces deux notions-là sont importantes car elles permettent de rendre la parole politique non plus secrète et sacrée, comme elle l'était du temps de Mycène, mais publique et partagée. Ainsi, un effort de rationalisation émerge dans la pensée politique grecque. En effet, lorsqu'on est obligé de proposer des arguments et des contre-arguments, on est obligé de rationaliser sa pensée pour convaincre nos opposants. Parallèlement à cela, se met en place une autre révolution, qui est le passage de l'âge du bronze à l'âge du fer. Cela vient de la découverte de minerais de fer à l'état naturel et de la maîtrise de sa métallurgie. Il se trouve que les soldats grecs étaient jusqu'alors équipés avec des armures en bronze, qui étaient assez coûteuses et qui en plus n'étaient pas hyper résistantes. Grâce à la découverte de minerais de fer et à sa métallurgie, le coût d'une armure complète diminue énormément. De plus, le fer est bien plus résistant que le bronze. Jusqu'à présent, la guerre était réservée à la noblesse, à une certaine aristocratie capable de faire l'effort financier de s'acheter un équipement en bronze. Désormais, ce que l'on appellerait aujourd'hui la bourgeoisie, c'est-à-dire par exemple des commerçants, sont tout à fait capables de s'acheter un équipement militaire complet. Dès lors, la guerre devient différente. Non seulement on y est plus nombreux, mais l'éthique de la guerre commence à changer, c'est ce qu'on appelle la révolution hoplitique, du nom des hoplites qui est le nom des soldats grecs de l'époque. Avant, la guerre se faisait essentiellement au combat singulier, un petit peu comme dans l'Iliade, tout simplement la description qu'en donne Homère. Avec l'émergence de cette armée beaucoup plus nombreuse, la guerre se fait désormais rangée, compacte, serrée. Les hoplites doivent en effet observer une formation très précise qui leur permet d'être quasiment invincibles. En effet, grâce à leurs longues lances, ils sont relativement inaccessibles pour l'ennemi, et en plus, ils sont très compacts, donc difficiles à manœuvrer. Au sein de l'armée, désormais, se développe une morale qui remplace l'ancienne morale. L'ancienne morale, c'était la morale du héros qui se bat seul et qui vainc les ennemis. La nouvelle morale, c'est une morale collective, dans laquelle tout le monde a un rôle déterminé, et dans laquelle le tout compte plus que chacune des parties. De plus, le fait que l'armée soit compacte donne un rôle spécifique à chacun. Le collectif prend vraiment le pas sur l'individuel. Enfin, le fait que la bourgeoisie grecque puisse participer au combat militaire
fait que la différence jusqu'à présent admise entre la noblesse et la bourgeoisie n'est plus vraiment de sens. Puisque nous, bourgeois, nous pouvons mourir sur le champ de bataille, alors nous sommes égaux à vous, aristocrates. Peut-on résumer la morale nouvelle qui se développe? Et puisque les bourgeois deviennent égaux aux aristocrates sur le champ de bataille, alors il n'y a pas de raison qu'ils ne deviennent pas égaux également dans la cité. La notion d'égalité apparaît ainsi au sein des institutions athéniennes. Sans entrer dans le détail de certaines réformes importantes, de Dracon et Solon par exemple, les concepts centraux qui vont se développer dans la démocratie athénienne sont fondés donc sur l'égalité. Isonomia, l'égalité devant la loi. La loi est la même pour tous, de même que la justice devient la même pour tous. Il n'y a plus pour l'aristocratie la possibilité de faire par exemple des vengeances personnelles. La justice passe par un tribunal, et ce tribunal est le même pour toute la population. Deuxième notion très importante, iségoria, l'égalité à la parole publique. Chaque citoyen a tout à fait le droit de prendre la parole publiquement pour défendre son point de vue, pour défendre ses idées, qu'il soit aristocrate, bourgeois ou simple agriculteur. Dès lors, la figure d'un individu émerge dans la pensée politique grecque, celui qu'on appelle o bouloménos, celui qui le souhaite, celui qui veut, si on peut le traduire littéralement et qu'on traduit plus généralement par le premier venu. Le premier venu est un personnage central dans la politique grecque parce que le premier venu, c'est n'importe qui parmi les égaux. Pour faire en sorte que l'égalité politique soit en permanence respectée, il est possible, pour n'importe quel citoyen, de venir mettre en accusation un autre citoyen qui aurait proposé une loi considérée comme antidémocratique. Voilà comment cela fonctionne. Admettons qu'une loi soit en discussion à la Boulée, ou même ait été votée, éventuellement même à l'unanimité. Cette loi a initialement été proposée par un citoyen. Eh bien, un autre citoyen peut venir devant l'élié, c'est-à-dire le tribunal politique, et faire une action en illégalité contre ce personnage qui a proposé cette loi, considérée par lui comme antidémocratique. Il se présente devant l'élié et dit « Moi, je considère que la loi proposée par tel citoyen est antidémocratique ». Aussitôt, la loi est suspendue et le tribunal de l'élié laisse aux deux citoyens opposés 1 mois pour préparer leur dossier. Une fois ce délai passé, chacun des deux citoyens vient, le premier en expliquant pourquoi il trouve que la loi est antidémocratique, le deuxième en expliquant pourquoi il trouve que la loi qu'il a défendue devant la Boulée n'est pas du tout antidémocratique. Suite à cela, l'élié, qui est un tribunal populaire constitué de 6000 personnes, se prononce à la majorité. Si la loi est effectivement considérée à la majorité comme antidémocratique, alors la loi est retirée et son auteur, son promoteur, peut être frappé d'une amende. Si à l'inverse, la loi est maintenue comme démocratique et conforme aux principes d'Athènes, alors le plaignant est débouté et peut, s'il abuse de la procédure, se voir infliger une amende. Ainsi, le Conseil constitutionnel de l'époque, c'est le peuple. Le peuple aussi bien réuni encore, c'est-à-dire l'élié, 6000 personnes, que le peuple individuel, chaque citoyen pouvant porter une action en illégalité qui s'appelle graphé paranomon devant le tribunal politique qu'est l'élié. Cela assure une égalité permanente au sein des institutions grecques. De plus, pour s'assurer qu'un personnage public ne puisse pas devenir plus important que le citoyen lambda, 2 instruments sont mis en place. D'une part, lorsque l'on descend de charge, lorsqu'on a eu une fonction politique et qu'on descend de charge, on doit rendre des comptes. Cela permet 2 choses. D'une part, le temps de la reddition des comptes rend inéligible la personne qui vient de descendre de charge. Et donc il y a une rotation qui se met en place au sein des institutions. On ne peut pas avoir 2 fois de suite une charge politique, sauf pour certaines, comme celle de stratège par exemple. Ainsi, en descendant de charge, on pouvait être accusé de mauvaise gestion. Cela pouvait se traduire par une amende, mais aussi par la perte des droits civiques. Aujourd'hui, voir un ministre mis en examen nous paraît surprenant, voire scandaleux. Dans la démocratie athénienne, il s'agissait d'un processus tout simplement normal. Le deuxième outil qui permettait d'assurer l'égalité, et qui permettait d'assurer une fois encore qu'un personnage ne puisse pas s'élever plus haut que les autres, c'était l'ostracisme. À intervalles réguliers, le peuple se réunissait avec notamment pour objet d'inscrire sur des tessons de poterie, qu'on appelle ostrakon en grec, d'où le nom de l'ostracisme, le nom de certains personnages publics ayant pris trop d'influence, ayant pris trop de poids dans la politique athénienne.
L'idée n'était bien sûr pas d'utiliser cet outil comme un instrument de vengeance personnelle, même si ça a pu être le cas de temps en temps. Bien sûr, tout outil peut être détourné de ses fins initiales. Les fins réelles de l'ostracisme, c'est que aucun orateur, aucun homme politique ne puisse devenir suffisamment influent pour mettre en péril la démocratie. La démocratie, à Athènes, elle repose sur Oboulomènos, le premier venu, et non pas sur un personnage qui devient central et si puissant qu'il risque de mener à un régime ressemblant à l'oligarchie. On a donc vu jusqu'à présent comment la démocratie athénienne défendait bec et ongle, si l'on peut dire, la notion d'égalité, une notion véritablement mathématique. Pour autant, on a vu peu de mathématiques jusqu'à présent. On parlera justement de mathématiques un peu plus précises dans les 2 prochains épisodes, à travers 2 notions qui sont centrales dans la démocratie athénienne pour préserver cette égalité. D'une part, l'équiprobabilité de participation à la vie politique, à travers le tirage au sort, et d'autre part, la représentativité statistique au sein des institutions, à travers les réformes territoriales mises en place par Clisthène.